Un peu atypique, j'ai commencé dans la publicité chez DDB et Low Pink à Londres, en pensant faire un parcours dans la publicité. Et puis je me suis rendu compte que vendre des voitures ou des yaourts, c'était une chose, mais c'était pas là où j'avais le plus envie d'aller. Donc je suis rentré à Paris en 94 et je me suis mis à bosser pour l'Abbé Pierre, à bosser pour la prévention routière et aller vers l'intérêt général, ces grands sujets. Alors j'étais pas encore trop dans la santé, j'y suis allé après avec des campagnes mythiques pour AstraZeneca sur le Zomig ou Sida Info Service, mais au départ j'étais plutôt sur de l'intérêt général. Certains disent cabinet, d'autres agences, ou on est une agence. On fait des relations publiques, donc façon anglo-saxon, donc on fait des relations presse, des relations gouvernementales, certains disent lobbying, d'autres disent affaires publiques, et puis on fait de la gestion de crise. Alors on est en fait une agence un peu atypique dans le sens où on a deux agences, on en a une à Bruxelles avec 40 collaborateurs et une à Paris avec une dizaine de collaborateurs. Bien sûr, d'abord, les médias sociaux sont un très très bon outil pour déceler le début d'une crise. Alors, c'est pas parce que vous avez un mauvais tweet ou vous avez une petite vidéo qui circule que d'un seul coup ça fait une crise, hein. J'ai envie de dire que tant que ça fait pas le buzz, mais surtout tant que ça ne finit pas dans les médias traditionnels ou que ça sort pas de la sphère du digital, vous pouvez faire 10 000 vues et puis c'est pas la fin du monde, hein. On est 8 milliards d'habitants. Mais par contre, quand on commence à avoir une petite souris qui mange un sandwich comme chez Paul et que d'un seul coup vous avez 1, 2, 3 millions de vues et que le JT ouvre sur l'actu du jour, c'est une petite souris qui se balade dans un étalage, là ça y est, ça commence à devenir une grosse crise. Donc j'ai envie de te dire que c'est pas là que tout se passe, mais c'est souvent de là qu'on arrive à avoir des signaux faibles, des crises émergentes. On l'a vu nous il n'y a pas encore longtemps, pour des retraits de produits, tu vois une maman brandir un produit pourri sur les réseaux, toi tu le vois, et puis le lendemain, tu apprends qu'il y a eu des réclamations aux consommateurs, et puis 2 jours après, les médias t'appellent pour te demander si le produit va être retiré. Donc, quelque part, il y a une espèce de cadencement, c'est une espèce de pouls de la société. Donc, c'est pour ça qu'on a des outils comme Radarly ou d'autres qui nous permettent de savoir un petit peu en temps réel ce qui se dit sur les réseaux. Bien sûr qu'on suit la presse aussi, mais tant que c'est pas dans la presse, ça monte pas. Par contre, dès que c'est sur les réseaux sociaux, ça y est, il faut commencer à veiller. En 2008, c'est la date de diagnostic d'autisme de mon fils, hein. Donc là, je suis allé voir une association qui s'appelle Autisme sans frontières. J'ai commencé à bosser pour eux bénévolement. J'ai toujours bossé bénévolement dans l'autisme. Et petit à petit, je leur ai fait une campagne sur le dépistage, puis je leur ai offert une campagne sur la scolarisation des enfants autistes. On s'est rendu compte à ce moment-là que 80% des enfants autistes n'allaient pas à l'école. Puis on est allé on a obtenu la grande cause en 2012. Après, j'ai fait encore beaucoup de choses. Depuis, je continue avec Autisme Info Service, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Mais si tu veux, tout ça, cet ADN, j'ai pas découvert le militantisme avec Autisme Info Service ou avec Autisme sans frontières. C'était en travaillant aux côtés de l'Abbé Pierre, en bossant sur la grande cause 2000 pour la prévention routière, le SIDAction, le WWF. Je m'étais déjà quelque part formé aux armes et au drapeau. Et puis quand c'est arrivé, je me suis dit, mais au fond, je suis super armé pour me battre et la communication est un outil redoutable. Servons-nous de la communication, des réseaux. Ce qui est rigolo, c'est que ça d'ailleurs, tu parlais des réseaux tout à l'heure, ça a correspondu à un moment fort. On s'est mis à se mobiliser entre associations. Il y en a 2400 dans l'autisme, hein. Alors, je pourrais expliquer pourquoi, mais c'est pas comme dans le sida ou dans d'autres où il y en a 1, 2, 3, 4. Non, nous on en a des milliers parce qu'en fait chaque parent avec un enfant autiste crée son association pour s'occuper de son enfant. Donc, on en a nos 700 000 autistes sont répartis sur tout le territoire avec plein de petites associations. Elles avaient un peu de mal à se fédérer et en 2007-2008 quand ça a démarré, c'était le début de Facebook, des communautés. Et vraiment, c'est sur Facebook qu'on se réunissait, qu'on se parlait. On avait des blogs, on avait des communautés, on lançait des pétitions, etc. Et vraiment, ça a été une arme très, très puissante. Tu vois, dans le sida, ça a vraiment été les médias, hein. C'était les poches de sang à la figure des journalistes. On l'a fait aussi, hein, un peu le côté rentre dedans, bien sûr. On s'est servi des médias, c'est grâce à eux. Mais c'est vrai que nous, au début, les réseaux sociaux nous ont permis quand même de nous structurer et de commencer à faire passer nos premiers messages. J'ai envie de dire que si je regarde Parkinson, Alzheimer, plein d'autres pathologies,
D'autres se sont servis, hein, bien sûr, des réseaux, mais nous, ça a correspondu au moment où on s'est fédéré, où ça a commencé, donc c'est assez important pour nous. En fait, bon, j'avais fait plein de choses avant sans lui, mais un jour, je l'ai rencontré parce qu'il voulait me parler de sa fille qui était jeune et qui venait d'être diagnostiquée. Il avait besoin d'aide. Donc on s'est parlé, on l'a aidé comme on aurait aidé n'importe quelle famille. Et puis gentiment, il nous a proposé de venir à un dîner de gala, puis venir à une conférence, parler, témoigner sur le fait qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui était touché. Et puis petit à petit, l'envie lui est venue d'en parler plus. Maintenant, il en est à son troisième téléfilm, un bouquin. Bon, il n'arrête pas, hein. Mais on parle de ça. Avant tout ça, j'ai envie de te dire, il m'a dit, est-ce qu'on pourrait pas quand même essayer de monter quelque chose pour que les parents soient mieux informés, avec plus de transparence, et moins de fake news. Parce qu'ils viennent me voir, il m'a dit, ils viennent me voir à la sortie des conférences auxquelles je suis, je témoigne en tant que papa, et on vient me voir en me disant, est-ce que vous pouvez m'aider, où est-ce que je trouve un éducateur, comment je peux avoir de l'information validée. Et il m'a dit, mais ça, il faut créer quelque chose. Et donc je lui ai dit, créons sur le modèle de site Infoservice, auquel j'avais participé il y a 25 ans, Autisme Infoservice, voilà. On a pris un nom d'ailleurs un peu générique, mais l'idée c'était pas d'être originaux, c'était d'être cohérent. Donc on a créé ça et ça permet aussi de créer de l'acquisition dans le milieu de l'autisme. Café Joyeux, c'était un mec extraordinaire. C'est Yann Bucaille qui est venu me voir il y a 5-6 ans. Au moment où je montais Autisme Infoservice, j'étais débordé et il me dit j'ai envie de monter une chaîne de café. Voilà, ça s'appelait pas Joyeux. Il me donne le nom qui ne me plaît pas d'ailleurs, et le deal entre lui et moi, c'était je t'aide si tu changes de nom. Et je lui ai proposé Joyeux en rencontrant les coéquipiers, enfin ce qu'ils appellent l'équipe de Joyeux dans ces magasins. Il me dit je te présente mes Joyeux. Je lui dis mais ce sont tes coéquipiers que tu appelles les Joyeux? Il me dit oui, c'est entre nous. Et je lui dis mais non, c'est pas entre nous, ça c'est un vrai nom. Et maintenant il a ouvert à New York. Il est pas en Espagne, il est au Portugal, il est en Belgique, il vient d'ouvrir à Marseille, il est à 21 ou 22 cafés, et je vous assure que ça va à une vitesse absolument folle. Après son ouverture à New York, il était dans le Financial Times, il a fait une de Forbes. Les gens là-bas parlent de lui comme voilà, quelqu'un qui a eu l'idée du siècle. Alors, il n'a pas eu une idée très originale, hein. C'est mettre les autistes dans la cité, c'est vieux, 20 ans qu'il y a des ESAT qui ouvrent des cafés et tout, mais lui, il a su le marketer, le mettre en scène, le rendre joyeux et donner envie à voir ces enfants qu'on cachait. On ne doit pas cacher, c'est comme on doit parler de sa schizophrénie, sa bipolarité, son cancer au travail, son problème de règles douloureuses. Oui, on doit parler de maladies, même sur les lieux de travail et surtout dans la cité. Et donc, à un moment donné, ça va permettre à ces 12 millions de Français qui ont une difficulté de plus avoir peur. Et je crois que d'ailleurs, si on regarde bien, tout le monde est malade de quelque chose à un moment, hein. Il n'y a pas de personne jamais malade. Un jour, on va avoir un problème de surpoids, un problème de diabète, un problème de cholestérol, un problème de parents malades, des dents. On est tous concernés par la santé. Et donc, savoir qu'aujourd'hui, on peut en parler simplement et qu'on peut parler de son enfant trisomique, autiste. Tout à l'heure, j'ai croisé dans un restaurant un papa qui vient me voir, qui me dit je vous connais, on est copains sur LinkedIn, je bosse à la SNCF, j'ai un fils autiste, il est chez ASF 75. Et voilà, on se parle, on n'hésite pas, on se croise dans les cafés maintenant. Et c'est pas devenu une fierté, hein, parce que moi je suis fier de mon fils, mais c'est pas une fierté d'avoir un enfant handicapé. Mais il n'y a pas de raison de pas être fier de son fils, qu'il soit handicapé ou pas. J'ai pas envie qu'il soit handicapé pour en être fier, mais j'ai juste pas envie de le cacher tel qu'il est. Donc maintenant, moi, mon fils, il vient partout avec moi. D'ailleurs, il sera avec moi dans quelques jours à une conférence de presse au ministère de la Santé, parce que j'ai pas le choix que de l'emmener, hein. Il est en train de faire un stage en ce moment à la FNAC, et ce matin-là, il est avec moi. Je vais l'emmener au ministère de la Santé, puis il va aller à cette conf avec moi. Et j'ai pas peur. Et c'est mon fils, et j'en suis fier. Donc aujourd'hui, oui, laissons tomber les masques, il l'a dit, et je pense que c'est un beau modèle. Et aujourd'hui, des entreprises comme Guerlain commencent à faire des opérations, des cafés joyeux chez elles, LVMH, Cimé. Ce qui est marrant, c'est que c'est le luxe. Je pensais que ça avait été technologie. Non, c'est le luxe qui a été un des premiers, curieusement, hein, à dire, pour rompre avec leur image d'austérité, de tout le monde. Et donc, on a, je vous dis, LVMH, Guerlain, plein de boîtes sont en train de s'y mettre en disant, Hermès a aussi fait venir des traiteurs avec des enfants handicapés.
il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter que les masques tombent. Oui. Donc, première question, si tu étais un livre. Alors, c'est pas une de mes dernières lectures, mais c'est une de mes préférées, c'est La civilisation du poisson rouge de Patino. Tu connais peut-être ? Non. En fait, il explique comment, aujourd'hui, tu vois, avec les mésusages des réseaux sociaux, avec ces boucles récurrentes où on t'abrutit et où tu commences à... On sait très bien aujourd'hui que les gens, alors, ou ils perdent en QI, en tout cas, ils perdent en attention. On le voit bien aujourd'hui, ces réunions où tu parles à des gens, ils sont comme des zombies devant leurs ordi. De temps en temps, il faut s'arrêter et savoir ne pas redevenir un poisson rouge. Le poisson rouge, il a 3 secondes de mémoire. Il se cogne, il fait un tour, il se recogne, il fait un tour, il se recogne. Bah, tu as un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est tous des poissons rouges. Et il explique comment aujourd'hui, les réseaux sociaux, et tu vois, Buzz e-santé, donc j'attaque bille en tête là-dessus, est en train de nous rendre bêtes. Et pourtant, je le disais tout à l'heure, c'est un outil extraordinaire, mais qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer. Et du coup, si tu étais un réseau social ? Je trouve que le moins con, c'est LinkedIn. C'est le moins violent, c'est le plus chargé en contenu, c'est le plus, alors j'aime pas le mot bienveillant, mais je trouve que ce sont des communautés qui se parlent. Facebook n'était pas mauvais à l'époque. J'avoue que Twitter et d'autres me gonflent un peu et je trouve vraiment le niveau de TikTok assez pitoyable. Même si, bon, voilà, ils ont tous des intérêts et puis pour les marques, ils sont utiles. Mais j'ai une faiblesse pour LinkedIn. Et si tu étais une plateforme web, un site web, tu serais laquelle ? Web, alors ce serait Doctolib. Doctolib, je trouve que c'est une vraie révolution. Ça a permis de donner accès, tu vois, on parlait des outils, ils auraient dû être créés par l'État. C'est absolument génial. Quand même, moi, même le samedi ou le dimanche, je vais sur Doctolib et je trouve un rendez-vous. Non, c'est vraiment quelque chose qui a un peu révolutionné notre manière de notre relation à la médecine de ville. Si tu étais une innovation santé, tu serais laquelle ? Alors, est-ce qu'on peut parler d'innovation si on parle de Café Joyeux ? C'est Exactement. Une forme d'innovation. Innovation, c'est pas forcément technologique. Hein. C'est l'innovation sociale. C'est une licorne pour le BCG. C'est une licorne sociale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut devenir grand sans forcément devenir riche. La grandeur, elle vient pas toujours de l'argent. Et c'est un projet complètement désintéressé Café Joyeux. Hein. Ça appartient à une fondation, donc tout l'argent retourne aux enfants. Je pense que c'est une innovation sociale absolument formidable. C'est une vraie innovation. Et si tu étais un lieu emblématique autour de la santé ? Alors j'en ai 2, parce que moi j'ai un attachement particulier à l'Institut Pasteur. C'est un homme, voilà, que j'admire. Il a été un des premiers à comprendre l'infiniment petit, à mettre l'evidence-based medicine au centre de tout. Je trouve ce parcours formidable. Mais aujourd'hui, les innovations viendront toujours, bien sûr, de ce genre de grands centres de recherche, l'industrie, etc. Mais il y a un endroit que je trouve magique, c'est Paris Santé Campus, avec l'Agence du numérique en santé et l'INSERM et tous les autres. Parce que oui, je crois que l'innovation en santé, elle viendra beaucoup de la technologie, et qu'aujourd'hui, il ne suffira pas de prendre un médicament, comme nous, dans l'autisme, il n'y a pas que les médicaments. D'ailleurs, il n'y a pas de médicaments. Donc il y a des innovations qui vont au-delà, qui sont des innovations digitales, des nouvelles manières, je parlais de Doctolib, tout ça, oui, participe. Et c'est un sujet, la santé, très poreux avec la technologie. Donc oui, je pense que Paris Santé Campus est un peu le symbole de ce qui va se passer de mieux pour nous demain. Et du coup, si tu étais une personne inspirante, tu serais qui ? Alors, ce serait vraiment Gérald Bronner. Parce que moi, une de mes craintes, et ça revient à parler de la civilisation du poisson rouge, c'est la montée des obscurantismes. Tu vois, la présence aujourd'hui sur les réseaux de complots, ça m'angoisse pas mal. Je trouve qu'on est un petit peu en train de basculer dans une civilisation de la paranoïa, de la méfiance, et ça me fait pas mal de peine. Je suis pas sûr que les réseaux soient que responsables. Hein. Il y a déjà eu des périodes très noires, l'Inquisition espagnole, il y a déjà eu des religions qui ont massacré, et Hitler n'avait pas besoin de réseaux sociaux pour massacrer. Mais aujourd'hui, si tu veux, la manière dont les réseaux accélèrent tout, tant mieux. Hein, ça accélère la recherche, ça accélère les partages, ça accélère
Moi, je te dis, j'ai plein d'exemples, mais Bronner montre à quel point aujourd'hui, on est en train de collectivement s'abrutir et de se faire peur. Donc, ouais, Gérald Bronner, c'est un peu messianique pour moi. J'aime bien. Merci beaucoup, Florent. Merci.